Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 19 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema. Nous sommes le 19 mai 2021. Les commerces ont rouvert, les terrasses, les musées et les cinés aussi. Hier soir, le public était de retour dans les stades de Première Ligue. Karim Benzema est sélectionné en équipe de France. Bon retour à la vie normale à tous. 5 ans et demi après sa dernière sélection en bleu, Karim Benzema fait donc son grand retour. Un comeback aussi incroyable qu'inattendu avant hier matin et les premières rumeurs. On en pense quoi de ce revirement ? Magnifique, exceptionnel. Alors comment expliquer ce retour ? Didier Deschamps, hier soir, s'est justifié en expliquant que les deux hommes s'étaient parlé il y a déjà quelques temps. Sans dévoiler le contenu de leur conversation, le sélectionneur a dit qu'il avait ensuite pris le temps de réfléchir avec son staff et qu'il voulait agir pour le bien des Bleus, toujours. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est sa réponse à Dédé lorsque Dominique Sévrac, journaliste au Parisien, lui demande s'il a rappelé Karim Benzema en raison de la liste élargie que permet l'UEFA en raison de la crise du Covid. Vous savez, 26 joueurs appelés pour cet Euro au lieu de 23 habituellement. Écoutez la réponse du sélectionneur. C'est l'offensé de dire ça, de penser qu'il pouvait ne pas être dans les 23. Quand même. C'est Karim Benzema, sans vouloir faire de hiérarchie. 23, oui. Je vous cache pas qu'il aurait été dans les 23 aussi, oui. Excusez-moi, il s'est passé quoi ? Qui a kidnappé Didier Deschamps pour l'échanger contre un autre ? Non, on est très heureux de cette réconciliation, en espérant que ce groupe magnifique sur le papier arrive à cohabiter autant sur le terrain qu'en dehors et ramène la coupe à la maison. Et puis Dédé, on vous dit... Didier Deschamps, merci beaucoup, on est ensemble. Mais avant l'Euro, ce soir, le Paris Saint-Germain défie l'AS Monaco en finale de la Coupe de France. Pour Paris, la victoire est obligatoire à bien des égards. Qualifié dans la douleur la semaine dernière en battant Montpellier au tir au but, Paris ne doit pas se rater. Toujours en lice pour remporter le championnat, le PSG devra bien négocier ce choc face à Monaco pour s'assurer au moins un titre à l'issue d'une saison très décevante sur la scène hexagonale. Battu déjà 2 fois par l'ASM en Ligue 1 cette saison, le PSG veut sa revanche. Présent en conférence de presse hier après-midi, le capitaine parisien Marquinhos se réjouit de jouer à nouveau une finale de Coupe de France. Une finale, comme on dit, une finale, ça se joue pas. Une finale, ça se gagne. Et c'est comme ça qu'on se prépare pour une grande finale. Je pense que les coupes, c'est un championnat différent de la Ligue. La Ligue, il faut vraiment une constance dans toute une année. Et la coupe, il faut que tu sois à jour dans le jour des matchs pour que tu puisses gagner et passer pour la prochaine étape. Et voilà, on a réussi, on a fait un beau parcours en Coupe de France, on est arrivé en finale. Et maintenant, comme on dit, on est arrivé ici, on est là pour essayer de remporter ce titre qui ça va être très important pour nous cette année. En championnat, les Parisiens pourraient bien perdre leur couronne dimanche prochain. S'ils ont encore l'opportunité de remporter le titre en Ligue 1, les joueurs de Mauricio Pochettino ne sont plus maîtres de leur destin et devront compter sur un faux pas lillois à Angers. Avant cela, dès ce soir, ils chercheront donc à assurer un titre pour éviter la saison blanche et rêver éventuellement d'un doublé qui serait inespéré. De son côté, l'AS Monaco fait une très belle deuxième partie de saison. Vainqueurs de Rennes dimanche soir en Ligue 1, les Monégasques peuvent toujours croire au titre à l'aube de la dernière journée. Ils sont en tout cas bien accrochés à leur 3e place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Niko Kovac, c'est en plus un peu le spécialiste des coupes nationales. Entre l'Allemagne et la France, il ne s'est incliné qu'une seule fois en 25 matchs de coupe étalés sur 4 ans et demi. Il est aussi le premier homme en Allemagne à avoir réussi le doublé coupe-championnat comme joueur puis comme entraîneur. Sur un banc, il avait décroché 2 coupes d'Allemagne, la première avec l'Eintracht Francfort face au grand Bayern Munich en 2018, la deuxième avec le Bayern, justement un an après. Pour Francfort, cela faisait 30 ans que le club n'avait pas gagné de Coupe d'Allemagne, soit exactement le même nombre d'années que la dernière victoire monégasque en coupe qui remonte à 1991. Un signe du destin ?
Peut-être. En tout cas, ce soir, Niko Kovac a l'occasion de remporter un premier trophée pour sa première saison sur le banc monégasque et d'offrir donc une coupe qu'attend le Rocher depuis 3 décennies. Côté compo, pour cet énorme choc, Kovac justement dispose d'un groupe au complet puisque je vous le disais hier, Sofiane Diop et Stivan Jovetic sont sortis de l'infirmerie. Pietro Pellegrini et Willem Goebbels ont eux purgé leur match de suspension. Dans les cages, c'est le Polonais Radosław Majewski, gardien remplaçant mais qui a disputé tous les matchs de coupe qui tient la corde. Devant le duo très en forme, Ben Yedder Voland sera bien là. Côté PSG, Neymar et Kimpembe sont normalement sur la feuille de match. Malgré leur suspension infligée par la commission de discipline de la LFP, les 2 joueurs devraient bénéficier d'un appel suspensif de leur club auprès du CNOSF. On pourrait ainsi voir un PSG aligner le quatuor Di Maria, Neymar, Mbappé. Mbappé qui reste le principal artisan quand même cette saison du parcours parisien en Coupe de France. Touché à une cuisse, l'Allemand Julian Draxler en revanche est incertain et Mauricio Pochettino est privé ce soir de Juan Bernat évidemment, de Layvin Kurzawa et surtout de Marco Verratti, tous blessés. PSG Monaco, coup d'envoi ce soir 21h15, une rencontre à suivre en clair sur France 2. Allez, on passe à notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les mercredis, dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. En ce soir de finale de Coupe de France, j'ai choisi de m'intéresser à une incroyable épopée en Coupe de la Ligue. Il y a 20 ans, Guignon, alors pensionnaire de 2e division, s'offrait l'ogre parisien en finale de la Coupe de la Ligue. Oui, vous vous souvenez, la Coupe de la Ligue, vous l'avez quand même pas déjà oublié. Bon, à l'époque, c'était David contre Goliath, la campagne contre la capitale, contre la grande ville. Cette soirée du 22 avril 2000 était bien plus qu'un match de foot pour les Guignonnais, alors que beaucoup rêvaient d'un derby avec une finale Red Star PSG. Non, c'est bien un Guignon, tombeur du Red Star en demi, qui affrontera et battra les Parisiens au Stade de France. Alors, ce n'est évidemment pas le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, mais quand même, Djidji Okocha, Ali Benarbia, Laurent Leroy, Laurent Robert, Pierre Ducrot. Alors 20 ans après, en partenariat avec le club, un journaliste a écrit un livre sur la victoire des Forgerons. C'est Clément Lemaître qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Clément. Bonjour Sarah. Merci d'être avec nous. Alors déjà, 21 ans après, pourquoi avoir écrit sur l'épopée de Guignon, Clément ? Parce que Guignon, ça reste une équipe qui a fait rêver beaucoup de Français donc en 2000, dans la période où Calais a effectué une superbe épopée en Coupe de France et aussi parce que ça symbolisait la fin de la Coupe de la Ligue et une compétition qui a pris fin l'an passé. Et c'est vrai que l'épopée de Guignon marque vraiment cette compétition. C'est une victoire qui a vraiment marqué les gens et le monde du foot à l'époque. Ce livre, c'est finalement un recueil de témoignages autour de cet exploit, cette victoire en Coupe de la Ligue de Guignon en 2000. 200 pages de souvenirs et d'anecdotes, des témoignages d'Alex Dupont, par exemple, l'emblématique coach de l'équipe à l'époque, mais aussi de Gilles Perrin, l'ancien président du club, et les joueurs qui ont participé à cette aventure d'une vie. Sylvain Distin, Éric Boniface, David Fanzel, ils en parlent encore avec plaisir, Clément, et non sans une certaine nostalgie. Oui, tout à fait. Ce qui est rare pour un ouvrage, j'ai réussi à contacter tous les joueurs ainsi qu'Alex Dupont en 2 mois, donc ça prouve que tous les joueurs ont gardé vraiment un très très bon souvenir de cette époque et ils ont tous pris énormément de plaisir à me raconter les dessous de cet exploit et même encore quand je les appelle encore aujourd'hui pour évoquer la sortie du livre, tous sont vraiment ravis de pouvoir faire revivre une nouvelle fois cette victoire face au Paris Saint-Germain. Alors en écrivant le livre, quel est le témoignage qui t'a le plus marqué ? Alors il y a Alex Dupont évidemment parce que je l'ai contacté 2 mois avant son décès et c'est vrai que c'était lui qui avait vraiment insufflé vraiment un état d'esprit spécifique dans cette équipe et c'est vrai que tous les joueurs en parlent. En fait tous les joueurs je les ai contactés avant le décès d'Alex Dupont et tous ont reconnu en fait ce personnage vraiment atypique et important dans le monde du foot et aussi un très très bon coach sur le plan tactique. Il m'a marqué par sa sympathie et puis aussi par le fait que c'est un coach qui, même s'il dirigeait une équipe de Ligue 2, a tout fait pour que le FC Guignon joue son jeu, joue son va-tout face au Paris Saint-Germain.
Et son témoignage m'a vraiment marqué. Tu en parlais, Clément, beaucoup de témoignages évoquent évidemment Alex Dupont, le mythique entraîneur du FCG à l'époque, que tu as eu la chance de rencontrer. Fabien Weber dira par exemple qu'il est le meilleur entraîneur qu'il ait connu avec Gilbert Gress. Alors Alex Dupont nous a quittés il y a un peu moins d'1 an maintenant, le 1er août dernier. Tu as eu la chance de l'interviewer et ce livre, c'est aussi un peu un hommage pour lui. Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, les joueurs de Guignon ont apprécié le tacticien, mais également l'homme. C'est vrai que Alex Dupont me disait notamment qu'il obligeait tous les joueurs à une seule chose chaque matin, c'était de venir avec le sourire, la banane à l'entraînement, parce que pour lui c'était une chance. Il voulait dire à ses joueurs que être footballeur professionnel c'était vraiment une chance et que chacun devait vraiment prendre plaisir à venir s'entraîner, et tous ont gardé un immense souvenir de cet entraîneur. Alors, il y a aussi ceux qui ont failli ne pas la vivre, cette épopée, comme Amara Traoré, qui jouait à Metz, qui avait été sollicité au Portugal et à Newcastle, et qui finalement acceptera de revenir au club. Il y a Nicolas Esketenzi, qu'Alex Dupont ne voulait pas garder aussi en début de saison. C'est vrai qu'il y a dans l'histoire, plusieurs joueurs ont failli ne pas participer à cette Coupe de la Ligue. Donc tu cites Amara Traoré, c'est vrai que lui, il a été un joueur emblématique de Guignon, pas seulement en 99-2000, mais dans les années 90. Ça a été l'homme fort du FCG déjà 94-95, celui qui a obtenu la seule et unique montée de Guignon dans l'histoire en Ligue 1. Il a été aussi un joueur important de la saison 95-96 de Guignon en Ligue 1. Et à la suite de celle-ci, il a été transféré à Metz, puis il a joué à Châteauroux, aux Émirats Arabes Unis. Et à ce moment-là, donc, il raconte qu'il est sans club, et Alex Dupont l'appelle pour le faire venir à Guignon. Mais avant cela, Alex Dupont lui propose de faire un essai. Et là, Amara Traoré raconte pourquoi il refuse cet essai et finalement comment Alex Dupont réussit à revenir vers lui pour finalement le faire revenir à Guignon. Et tu cites également Nicolas Esketenzi. C'est vrai que c'était un joueur au caractère très fort, et c'est vrai qu'en stage de pré-saison, il était un soir en discothèque avec une cigarette et un verre, et du coup il rencontre Alex Dupont et son adjoint. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, le président de Guignon et Alex Dupont ont essayé de le faire partir. Et finalement, Nicolas Esketenzi est resté. Et il a bien fait parce qu'il a pu remporter la Coupe de la Ligue et s'illustrer en finale, avec notamment un tir sur le poteau qui a entraîné le premier but de Marcelo Trapasso. Alors dans ton livre, Clément, on retrouve des détails de l'avant-match, du parcours, de pâtes au foie gras mangées après la qualification en finale, d'une mariée dans le même hôtel parisien que tous les joueurs ont embrassé pour se porter chance avant de partir au stade, des souvenirs de Pierre Ducrot dans le camp d'en face, des félicitations ensuite d'Aimé Jacquet, de Lionel Jospin, de Giroud, de la FIFA, des champions du monde 98 et de la soirée au Lido qui a suivi. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'il y a énormément d'anecdotes par rapport à cette finale, mais aussi par rapport à tout ce parcours. C'est vrai que je pense notamment à David Andréani, il me disait qu'il était très ami avec Abba Diawara, et à la suite de cette finale, il lui a pu parler pendant 2 ans. Il y a aussi cette magnifique anecdote de Sylvain Distin qui, avant la finale, choisit de se teindre les cheveux en jaune, avec Johan Bouzin qui lui s'est coloré les cheveux en bleu. En fait, lors de la teinture, ça se passe mal parce que déjà durant la teinture, ça se passe mal. Il ressent des douleurs, donc finalement il arrête la teinture avant la fin. Et durant la nuit, donc 2 jours avant la finale, il se réveille et en fait il a le visage vraiment bouffi et il croit qu'il ne pourra pas jouer la finale. Finalement, il appelle le docteur du FC Guignon qui réussit à le sauver et à sauver aussi le club, parce que c'est vrai que Sylvain Distin avait réalisé une très très belle saison et une magnifique finale. C'est vrai qu'il y a plein d'anecdotes qui racontent les dessous de ce livre, mais également l'après. Je pense également à Stéphane Roda qui raconte la soirée au Lido, et puis ensuite le lendemain où les joueurs de Guignon sont au restaurant Champs-Élysées, et là ils rencontrent les joueurs de l'équipe de France et beaucoup de joueurs donc, qui vont disputer l'Euro 2000 quelques semaines plus tard, comme Laurent Blanc, Fabien Barthez ou Zinedine Zidane, vont les féliciter. Et donc Stéphane Roda raconte que Christophe Dugarry leur a offert un magnum de champagne en discothèque à Paris. La classe, monsieur Dugarry. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Guignon, c'est cette petite ville d'à peine plus de 7000 habitants en Bourgogne, entre Mâcon et Chalon-sur-Saône. Et cette victoire, c'est l'aboutissement d'une saison pas simple pour le club de la ville, place forte de la D2 dans les années 80.
90 avec un passage express en première division pendant la saison 95-96. Ce début de saison 99-2000 n'est pas facile. Comment tu expliques, Clément, que cette épopée, autant que celle de Calais, aussi en Coupe de France à la même époque, ait autant marqué les Français? Parce que c'est un vent d'air frais au sein du football. À l'époque, c'est vrai que le Paris Saint-Germain n'était pas celui d'aujourd'hui, mais il y avait quand même des grands joueurs avec Ali Benarbia, Laurent Leroy ou Laurent Robert. Et c'est vrai que du coup, ça a vraiment plu aux gens parce que c'est vrai que quand le petit poussé renverse le gros, ça plaît toujours aux supporters. Et puis aussi, c'est aussi une équipe qui allait de l'avant. C'était pas une équipe qui avait mis le bus. Nicolas Catenzi le raconte dans le livre. Durant la finale, lors des premières minutes, il demandait aux défenseurs de balancer loin devant, mais la paire Sylvain Distin, Eric Boniface lui disait non, nous on pose le jeu, on joue notre jeu. Et c'est vrai que Guignon a fait une très très belle finale. En première mi-temps, il se procure énormément d'occasions. D'ailleurs, Alex Dupont avait secoué ses joueurs à la mi-temps en leur disant vous pouvez pas louper autant d'occasions en finale. Et c'est vrai que Guignon a gagné, mais vraiment avec la manière, en se procurant des occasions et en produisant un très très beau football. Et oui, les Guignonnais ont battu le PSG en jouant leur jeu en 4-4-2 tout simplement, un principe cher à Alex Dupont, foot tactique. On peut dire qu'ils ont véritablement placé cette année-là Guignon sur la carte de la France. On a la sensation, Clément, que c'était la victoire d'une vraie bande de copains, que c'est avant d'être une aventure sportive, que c'est surtout l'histoire d'une formidable aventure humaine et que là on peut ressortir la fameuse expression « c'était un groupe qui vivait bien ». C'est ça, tout à fait, parce que tous les joueurs le disent, c'est que c'était un formidable collectif. Par exemple, Sylvain Distin me disait que c'est la meilleure ambiance qu'il ait jamais connue durant sa carrière. Il disait que notamment quand il allait s'entraîner, il n'allait pas s'entraîner avec des collègues de travail, il allait s'entraîner avec des potes. Tous les matins, donc un petit déjeuner était organisé au sein du club et Sylvain Distin racontait qu'il y avait des crises de rire tous les jours. C'est vrai que même encore aujourd'hui, tous les joueurs sont très très liés. Pour les 20 ans de la victoire en Coupe de la Ligue, ils ont organisé un FaceTime et a priori, il y avait dès que toutes les têtes sont apparues dans la visioconférence, de nouveau les vannes de l'époque qui sont ressorties. Il y a toujours une très très bonne ambiance et tous le disent qui sont liés à vie par cette victoire, mais également par cette saison si spéciale. Après avoir écrit ce livre, Clément, est-ce que c'est ça, selon toi, la recette du succès? Comme le répète souvent Didier Deschamps, qui inscrit ses choix dans une logique de groupe, de bien vivre ensemble, d'entente, ça parle beaucoup dans ton livre de bons moments partagés, d'esprit de famille, de stages de pré-saison très agréables, alors qu'on sait que les joueurs, normalement, les stages de pré-saison, les mises au vert, ça les saoule. Là, non, on a l'impression que c'était un vrai plaisir. Sylvain Distin parle, par exemple, de crise de fou rire quotidien à Guignon. Oui, c'est ça. Peut-être que quand un joueur, justement, apprécie son partenaire, peut-être qu'il a plus envie de se bouger pour l'aider. Et c'est vrai que même tous le disent que c'est aussi cette amitié qui liait tous ces joueurs a été vraiment l'avantage numéro 1 du FC Guignon lors de cette saison, mais également lors de l'épopée en Coupe de la Ligue, mais également en Coupe de France, où cette année-là, Guignon a gagné 4-3 à Marseille, après avoir notamment mené 4-0. Et tous le disent, c'est que cette amitié, cette bonne ambiance permettait au FCG justement de gravir chaque échelon et de renverser les montagnes. Alors ce qu'Alex Dupont avait réussi à faire depuis son arrivée en 98, c'est de donner à Guignon un véritable ADN, je parlais du 4-4-2 tout à l'heure, une philosophie de jeu bien reconnaissable, et puis il avait réussi à créer surtout donc un groupe, savant mélange de jeunesse et d'expérience. Il y avait dans ce groupe de Guignon à l'époque de jeunes pousses qui devaient prouver, comme David Andréani, Cédric Chabert, Marcelo Trapasso, buteur en finale, et d'autres plus âgés qui devaient les cadrer, je pense à David Fanzel, à Eric Boniface, et d'autres encore qui étaient à Guignon pour se relancer, comme Amara Traoré. C'est ça, c'est vrai que c'était un bel amalgame entre les plus jeunes et les plus vieux. Il y a aussi David Fanzel, qui avait été un joueur emblématique de Guignon dans les années 90 et qui est revenu au FCG donc pour cette saison 99-2000. Et David Fanzel le raconte très bien. C'est vrai que les jeunes que tu citais, comme Nicolas Catenzi, David Andréani, Cédric Chabert, c'était des joueurs qui sortaient beaucoup. Et David Fanzel n'hésitait pas à leur dire 2 jours avant les matchs, les gars, le match arrive,
on va rester tranquille, on va pas trop sortir. C'est vrai que même Amara Traoré racontait que en début de saison, tous les joueurs entre eux avaient fixé un cadre, mais fallait pas en sortir. Mais après, c'est vrai que les jeunes de l'équipe s'amusaient bien en dehors du vestiaire. Et notamment, Nicolas Scatenzi le raconte dans le livre. C'est vrai que 3 jours avant la finale, ils sont sortis pas en discothèque, ils sont sortis au karaoké à Mont-Soleil-Mines avec d'autres joueurs comme Cédric Chabert ou David Andréani. Au moment du retour, vers 6h du matin, la police les interpelle et leur dit on va rien faire aujourd'hui, mais vous avez intérêt à gagner, sinon ça se passera mal pour vous la prochaine fois. Et puis il y a quelque chose d'assez surprenant, Clément, lorsque on lit ton livre, c'est finalement cette confiance, presque de la sérénité et cette certitude que la coupe était pour eux. Il y en a même un dans le vestiaire du Stade de France qui, avant le match, lance au groupe « Bon, on gagne la coupe ce soir, qu'est-ce qu'on donne aux joueurs absents ?» Rarement vu une telle assurance. Oui, c'est ça. Du coup, c'est vrai que quelques heures avant la finale, les joueurs ont débattu concernant la prime de victoire et la prime de finale à partager avec tout l'effectif. Et c'est vrai qu'Amara Traoré avait vraiment milité pour que tous les joueurs de l'effectif et non pas seulement les 11 plus les remplaçants touchent la prime. Et c'est vrai que Richard Trivino raconte que lui, il était jeune à ce moment-là, il avait 22 ans et il a réalisé que si Amara Traoré dit qu'on va gagner la finale, eh bien on va peut-être la gagner et ça a mis en confiance tout l'effectif. D'ailleurs, ça s'est vu lors de cette finale que Guignon a attaqué pied au plancher et pendant toute la durée du match, on a senti des joueurs vraiment en confiance et c'est peut-être le petit détail qui a permis à Guignon de réaliser l'exploit. Alors Didier Neumann dit que d'être dans le vestiaire des Bleus déjà au Stade de France les avait rassurés. Cédric Chabert dit lui qu'avant le Red Star, donc avant la demi-finale, on se voyait déjà au Stade de France. Éric Boniface dit lui, on était tellement serein que rien ne pouvait nous arriver. Alors il faut dire Clément que 10 jours avant la finale, les Girondins de Bordeaux, champions de France 99, venaient juste d'être éliminés en demi-finale de la Coupe de France par les amateurs de Calais. Et ça les a aussi sûrement boostés les Guignonnais. Oui, ça les a boostés, mais en même temps, ça les ennuyait un petit peu. Nicolas Scatenzi me racontait que à l'époque, Guignon, c'était un club de D2 qui était professionnel depuis 30 ans, et ça les ennuyait un petit peu d'être comparé à des joueurs amateurs, même s'ils respectaient énormément le parcours de Calais, qui avait été formidable. Ils avaient sorti Lille, Strasbourg, puis Bordeaux, mais ils n'avaient pas envie d'être comparés à des joueurs de CFA, et notamment Nicolas Scatenzi me disait, par exemple, c'est comme si on comparait Caen à Honfleur, par exemple. Et c'est vrai qu'après, les joueurs guignonnais avaient énormément de respect pour le parcours de Calais, et Alex Dupont disait aussi que il avait apprécié à cette époque de retrouver Ladislas Lozano sur les plateaux télé quand ils étaient tous les deux invités. Oui, Amara Traoré aussi, ça l'agaçait un petit peu. On n'est pas des amateurs, quoi. L'un d'entre eux dit qu'il manque très peu de choses aujourd'hui à Guignon pour que l'engouement pour le club reparte, qu'il y a encore beaucoup d'anciens qui y travaillent, ce qui donne au club une certaine âme. Est-ce que tu penses que la folie guignonnaise peut repartir un jour ? Alors oui, je pense que mais ça prendra du temps. Comme tu le disais, des anciens du FC Guignon, ils travaillent désormais. Philippe Correa, donc, qui a été joueur en 95-96, est désormais entraîneur. Richard Trivino est directeur sportif. Donc c'est vrai qu'il y a cette âme du FC Guignon qui est là, et on sent au sein de ce club qu'il y a vraiment l'envie de repartir, mais sans se brûler les ailes, en y allant petit à petit. Mais c'est vrai que Guignon est un club phare de la Bourgogne et du championnat de France. Mais à l'époque, tout le FC Guignon était basé sur l'entreprise Ugine, mais qui est parti en 2007. Et c'est vrai qu'à la suite de ce départ, le club a coulé, donc avec une descente en nationale et après une rétrogradation administrative du coup en 2011. Et oui, c'était une usine de production d'acier inoxydable autour de laquelle tournait toute l'économie du club, autour donc de ce tissu industriel local. L'usine sera délocalisée, derrière ArcelorMittal se désengagera du club, d'où le surnom aussi à l'époque des forgerons. Oui, tout à fait, c'est vrai que d'où le surnom des forgerons, et tous disaient que l'esprit de l'usine en fait rejaillissait sur le collectif de Guignon, c'est-à-dire un collectif qui ne lâchait rien, qui ne s'avouait jamais vaincu. Et c'est vrai que Amara Traoré l'expliquait très bien. Lui, il était en guerre contre les personnes qui s'avouaient vaincues, contre le moins possible, et ça représentait vraiment la devise du FC Guignon à l'époque.
Bon alors la Coupe de la Ligue, Clément, c'est une compétition qui n'existe plus, évidemment, qui a été abandonnée cette saison. C'est un regret pour toi qu'elle ait été abandonnée ? Oui et non, parce que je trouvais qu'à l'époque de Guignon, il y avait vraiment des matchs disputés. On a vu des belles finales, comme en 96 entre Metz et Lyon, ou en 2001 entre Lyon et Monaco. Il y a aussi Guignon PSG, Vannes Bordeaux en 2009. Il y a eu de très très belles finales. À l'époque, je trouvais que les équipes de Ligue 1, même les poids lourds de L1, jouaient à fond la Coupe de la Ligue. Mais depuis une dizaine d'années, on sent que certains clubs la jouent plus totalement. Ils en profitent pour vraiment faire tourner. Certaines équipes la laissaient même complètement de côté. Et puis aussi, il y avait les poids lourds de Ligue 1 qui étaient directement qualifiés en huitième de finale. Donc c'est vrai que l'attrait pour la Coupe de la Ligue était moins intéressant ces dernières années. Et il y avait aussi moins de suspense parce que le PSG remportait toutes les finales. C'est peut-être moins un regret de voir que cette compétition n'existe plus aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, la même année, c'est l'épopée de Calais, aussi en Coupe de France. Les amateurs calaisiens iront jusqu'en finale, battus alors par le grand FC Nantes de Reynald Denouex. Ce serait impossible aujourd'hui qu'un club comme Rumi-Vallière, par exemple, ou les Herbiers battent le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, non ? L'écart est devenu trop grand. Ça peut être possible, comme on l'a vu en demi-finale de Coupe de France, mais on sent que les écarts sont vraiment importants. Donc on parlait de Guignon PSG, du coup c'est vrai que sur un match, Guignon a prouvé qu'il pouvait gagner et même dominer le PSG. Du coup tu parlais de Calais, mais c'est vrai qu'à l'époque Calais avait sorti Strasbourg et Bordeaux, mais avec la manière, et en finale Calais est sorti de très très peu, mais sur cette rencontre Nantes avait vraiment souffert, et je pense pas que ce serait possible aujourd'hui. On l'a vu en 2018 lors de la finale de Coupe de France Paris-Les Herbiers. Les Herbiers avaient réalisé une très très belle prestation. Le PSG s'était imposé 2-0, mais on sentait que le PSG avait vraiment un énorme matelas d'avance et que le succès était acquis dès les premières minutes. Et pour eux qui ont vécu cette épopée magnifique avec Guignon dans la compétition, est-ce que c'est un regret que la Coupe de France ait été abandonnée ? Est-ce que tu leur as posé la question ? Non, je leur ai pas posé la question, mais je pense que pour eux c'est un regret parce que eux l'ont marqué vraiment en la remportant. C'est un regret, mais en même temps, beaucoup me disaient on a été la seule équipe de Ligue 2 à la remporter, mais maintenant plus aucune équipe pourra la gagner vu que la compétition a été supprimée. La Coupe de France, la Coupe de la Ligue, Guignon, Calais, on est bien loin de la Super League. Ah oui, là c'est vrai que le FC Guignon et la Coupe de la Ligue de l'époque, on était loin de la Super League où des petits poussés étaient capables de renverser des gros clubs. Et c'est vrai que c'est bien dommage que certains clubs aient l'idée de créer ce genre de compétition. Merci beaucoup Clément, encore bravo pour ce bel ouvrage. Merci beaucoup Sarah. Je rappelle que ton livre FC Guignon 2000 dans les coulisses de l'exploit est à retrouver en librairie, un livre auto-édité que le financement participatif t'a aidé à produire. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain.